Le service à la personne, est-ce que c'est une activité aujourd'hui qui est reconnue? Est-ce que les personnes qui travaillent dans les structures de service à la personne sont reconnues? On posait la question à deux personnes, une qui travaille et qui en même temps qui est syndicaliste, l'autre est responsable de syndicat. Nous allons voir qu'il y a encore du chemin à faire, c'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Frania Fazi. Bonsoir. Bonsoir également Jean-Yves Payette, donc de la CGTR, il est également de la CGTR. Bonsoir. Alors je disais que je vous pose à vous deux la question, et on va d'abord aller dans une généralité. Est-ce que aujourd'hui travailler dans le service à la personne ou être auxiliaire de vie, social ou pas, est-ce que c'est quelque chose qui est reconnu par notre société? Je pense que c'est madame qui doit répondre en premier quand même. Oui, en fait, pour le métier d'intervenante à domicile, au jour d'aujourd'hui, c'est un métier qui n'est pas reconnu du tout à sa juste valeur. On a un salaire de misère, déjà. Et, on doit travailler, on doit avoir une voiture personnelle pour aller travailler. Donc, les frais, c'est nous qui les subissons aussi. C'est un métier qui n'est pas reconnu du tout, un statut qui n'est pas reconnu. Et voilà. Quand on dit que c'est pas reconnu, c'est les patrons qui ne vous rémunèrent pas au bon niveau, ou c'est le public qui vous regarde comme si vous étiez des femmes de ménage? C'est les deux. C'est le public qui nous regarde comme des femmes de ménage, parce que notre métier, personne ne connaît. On nous appelle d'ailleurs à domicile, on nous appelle les femmes de ménage. Ensuite, le patron, c'est vrai que lui, il ne veut payer le moins possible. Et aussi, ça dépend aussi du département, parce que c'est le département qui s'occupe de ces services-là. Du coup, ils ont pas... C'est presque eux qui financent entièrement ces demandes. Et il n'y a aucune vérification. Donc les patrons sont libres de donner le salaire qu'il convient. Il y a un minimum à respecter dans la convention. Du moment qu'ils sont au seuil du minimum, ils ne cherchent pas à donner plus. Jean-Yves Payette, aujourd'hui, si on doit faire une classification sociale ou sociologique, comment déterminer la filière service à la personne? Je pense que c'est une des filières les plus importantes. En termes de besoin social. C'est-à-dire, le problème, c'est que en termes d'utilité sociale, c'est un service très important. Je veux dire, on a tous dans sa connaissance ou dans sa famille quelqu'un qui est dépendant, que ce soit une personne âgée ou un handicapé ou autre. Donc, ce métier, il est vraiment un métier à soutenir et à valoriser et à reconnaître son importance. Aujourd'hui, exiger de ces personnes qu'elles soient diplômées, exiger de ces personnes qu'elles travaillent dans des conditions difficiles, en supportant des très petits salaires, c'est pas possible. En plus, exiger d'elles qu'elle ait leur propre voiture avec le crédit que ça comporte, etc., fait que ces personnes vivent dans des situations aussi précaires que souvent la personne qu'elles sont chargées de s'en occuper. Je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Bon. Les politiques en général, notamment le département, décident d'un montant et personne vérifie. Nous, on s'est aperçu qu'il y a un peu de tout dans ce métier en matière de gestion du personnel d'un point de vue salarial. Chaque patron fait un peu à sa sauce. Et c'est là que ça va pas. Ça se fait à sa sauce avec la complicité des politiques, de l'inspection de travail, de tout le monde. Alors, est-ce que les syndicalistes que vous êtes, est-ce qu'il faut peut-être pas mettre en place un mémorandum, des règles sociales pour que ça soit dans le code du travail peut-être, que voilà, une auxiliaire de vie doit être rémunérée à tel niveau, avoir une voiture, enfin quelque chose comme ça, quoi. Mais cela, ça va être peut-être la réponse des auxiliaires de vie aux patrons qui veulent pas augmenter les salaires. Mais je pense que la première des choses, c'est se regrouper, se discuter. Nous, ce qu'on essaye, c'est de donner un espace avec la CGTA pour que ces personnes puissent se regrouper et préparer les luttes, mettre en place leurs revendications, parler de leurs problèmes, etc. Et je pense que Mme Fazi va parler sans doute des revendications de la branche. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, c'est un métier qui
être payé 600, 700 euros, être à temps partiel, etc., ça va pas, quoi. Ça va pas si on est obligé d'avoir en même temps un crédit de voiture à 250, 300 euros par mois. Ça va pas parce que le coût de la vie ne permet pas à ces personnes de vivre correctement de leur métier, qui est un des métiers quand même les plus importants qu'il y a dans notre société. Et surtout, on le voit aujourd'hui, c'est un métier, c'est une activité professionnelle qui se développe. On a de plus en plus besoin d'auxiliaires de vie, que ce soit de sexe masculin ou de sexe féminin, plus de sexe féminin d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, Frère Fazi, pour que la société prenne conscience que c'est un métier qui va être incontournable. En 2030, il y aura 100 000 personnes âgées à La Réunion, de plus de 60 ans. Mmh. C'est quand même près d'une personne sur 9 qui sera donc au-delà de 60 ans, et on aura besoin de les accompagner aussi. Déjà, au jour d'aujourd'hui, on a deux manières de distinguer. Il y a les structures à but lucratif et non lucratif, associatif. Eux, ils ont une grille de salaire. Elles ne sont pas payées non plus à leur juste valeur, mais elles ont une grille de salaire où il y a des échelons, on est payé selon l'ancienneté. Ensuite, de l'autre côté, il y a les structures privées où il n'y a pas de grille de salaire. Il y a une classification des emplois repères. Déjà là, on veut diviser. Alors qu'on fait tous le même métier, on aurait dû tous être payés sur la même base. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est regrouper toutes ces personnes... toutes ces intervenantes de la société pour aider les intervenantes à domicile et faire une revendication commune. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, nous, en tant qu'auxiliaires de vie, c'est déjà avoir un salaire décent. Il nous faudrait au minimum, avoir un salaire de 1 800 euros. Il nous faudrait avoir une voiture. J'ai vu, par exemple, pour donner un exemple, en métropole, une société du service à la personne a acheté 300 voitures pour donner à ses intervenantes. Donc, ce qui veut bien dire qu'il y a une possibilité. Il y a de l'argent. Et nous, à La Réunion, on nous demande d'utiliser notre véhicule personnel, qu'on doit payer les assurances, on doit assurer les frais, on doit tout payer. On a juste une indemnité kilométrique et des intervacations. On n'est pas payés tous de la même base. Certaines structures, elles vont être payées séparément, les intervacations et les frais kilométriques, selon la convention. Nous, dans notre cas, dans ma société, c'est les 0,85 centimes qui englobent les deux. Or, les deux, c'est pas la même chose. Les intervacations, le temps de trajet, c'est payé à l'heure de temps travaillé. Nous, éventuellement, c'est à 10 euros et quelques. Et les frais kilométriques, c'est à payer en fonction du coût d'essence. Et aujourd'hui, c'est pas rémunéré du tout de cette façon-là. Donc, ce qu'il faudrait, c'est nous donner une voiture, parce que toutes les structures qui travaillent à domicile, par exemple, quand on voit la RAR, quand on voit la Croix-Rouge, elles vont intervenir à domicile, elles ont des véhicules. Nous, on prend notre propre véhicule personnel. Il faudrait augmenter notre salaire, il faudrait reconnaître notre métier, il faudrait le valoriser, vraiment nous donner un vrai statut. On voit aujourd'hui le besoin des intervenantes à domicile, c'est très demandé. Il faut être formé. Oui, c'est ça. Est-ce que justement sur ce point-là, vu que la formation est de plus en plus de qualité, de plus en plus exigeante, est-ce que c'est pas là, vous avez là un élément qui vous permet d'être reconnu professionnellement. Vous êtes formé et c'est pas non plus rien, quoi. Bien sûr. Bien sûr, c'est un élément qu'on peut s'en servir justement pour demander notre reconnaissance. Il faut se battre pour ça. D'ailleurs, le gouvernement aujourd'hui reconnaît que le service à domicile, c'est les personnes les oubliées. On est des invisibles. On travaille, on fait un métier qui est important. Aujourd'hui, on entend que le président, il parle d'augmenter les salaires de 15% pour avril 2021. Ça veut bien dire qu'il y a une reconnaissance aujourd'hui. Ça commence, mais c'est pas encore reconnu. Il faut encore se battre pour vraiment avoir une reconnaissance. La question est pour vous deux, puisqu'il faut une reconnaissance. Quelle doit être la démarche des syndicats, mais également du corps professionnel, pour présenter un projet, pour défendre des revendications? Comment faut-il faire pour que cette reconnaissance se mette en marche?
Écoutez, nous on est essayé de mettre en place donc un espace où les travailleurs peuvent venir discuter, prendre elles-mêmes en charge. Personne, il n'y aura pas de zéro. Hein. L'amélioration des conditions de travail, de vie, de salaire, etc. dépendra essentiellement de la capacité des aides à domicile de se regrouper et de peser dans la balance. Attendre d'un employeur qu'il augmente les salaires, je veux dire, il aurait pu le faire depuis des années s'il avait vraiment l'intention de le faire. Je pense que s'il n'y a pas ce rapport de force, il n'y aura pas d'amélioration de conditions de salaire et de vie de ce métier qui est quand même indispensable et qui a besoin non seulement des salariés formés, mais qui a besoin aussi de salariés en bonne santé. Et un salarié en bonne santé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne finit pas tous les mois à découvert et qui ne se pose pas la question de savoir est-ce que je vais manger un sandwich ou une barquette ce midi parce que la fin du mois, je pourrais pas rembourser mon crédit de voiture. Voilà. Et cette situation-là fait que nous, ce qu'on donne comme espace, c'est cette possibilité pour les salariés qui sont aujourd'hui formés, les diplômes sont acquis, mais elles sont scotchées au SMIC et elles sont dans la grande majorité, voire presque la totalité, quasiment à temps partiel. Et avec des abus incroyables dans certaines entreprises même. Et Frania disait qu'il y avait des conventions collectives associatives et d'autres du privé, hein, à but lucratif. C'est quand même fort de café de faire que une entreprise gérée par un gérant un businessman, les salaires sont inférieurs à l'associatif. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le même financeur. Bon, oui. Il y a même dans d'autres entreprises qu'on essaye de détourner, etc., le nom, enfin dans divers noms, où les salariés sont embauchés, soi-disant sur contrat de travail, mais sont payés uniquement sur l'heure effectuée. Comment vous voulez mener une vie? Hein, quand vous êtes, d'ailleurs, il y a même des aides-soignantes qui sont embauchées, hein, donc c'est pas, voilà, donc il y a, comment vous voulez avoir une vie correcte si vous commencez le mois et vous savez pas à la fin du mois combien vous allez avoir au minimum? Il faudrait mensualiser. Non seulement la loi oblige la mensualisation, mais les patrons dans le domaine ont pu par l'intermédiaire de certaines conventions collectives, parce que là aussi il y a un brouhaha, il y a 3-5 conventions collectives différentes suivant sans doute les petits amis qu'on a eu à droite à gauche. Donc le souci pour nous, c'est de faire que l'ensemble de cette branche puisse avoir une reconnaissance avec une grille de salaire, avec une évolution, avec des conditions de travail et de salaire qui soient correctes. Hein, parce que tout dépendra de ça. On peut, si on veut, qu'on a demandé à la formation, c'est pour avoir de la qualité. Mais comment avoir de la qualité avec des salariés qui ne sont pas en bonne santé? Tout simplement parce que leur salaire ne leur permet pas d'être en bonne santé. Donc le souci, c'est être en bonne santé, c'est pas seulement le fait que physiquement être capable d'aller faire le travail, c'est d'être dans sa tête bien pour pouvoir répondre. C'est un métier, je dirais, aujourd'hui, qui a une certaine, non seulement de noblesse, etc. Ça, tout le monde ne peut que le reconnaître, mais qui a besoin de professionnels. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat. Vous parlez de noblesse, mais Frania, vas-y, va sans doute aller dans ce sens-là, parce que je pense pas qu'elle a vraiment le choix. Il y a une forme de précarité dans le regard de ceux qui vous regardent ce métier. On voit une forme de précarité parce que il n'y a pas de certitude du lendemain. Si on est payé aux heures, quand on travaille tant d'heures, on a tant de sous, et si à ce mois prochain on travaille pas, il n'y a pas à manger. Effectivement, il y a une certaine forme de précarité. En fait, il y a deux façons d'être payé. Il y a les contrats intermittents, où là, effectivement, on est payé aux heures réalisées. Donc, du coup, on ne sait pas d'un mois à l'autre combien on va toucher. Après, il y a l'annualisation, l'accord sur l'annualisation du temps de travail. C'est mensualisé. Donc, on a tous les mois le même salaire. Je vous donne un exemple. Par exemple, si on a une base de 120 heures, tous les mois, on va être payé 120 heures. Ça va s'annualiser sur l'année, c'est-à-dire on va rattraper d'un mois à l'autre. On a une année jusqu'au 31 décembre pour rattraper les heures négatives qu'on n'a pas effectuées. Donc là, on a quand même une paye mensualisée. Mais la seule petite problématique, c'est qu'on est à temps partiel, imposé. Donc, du coup, même si on est mensualisé, si on a une base de 120 heures, on ne va pas dépasser la base de 120 heures. Pratiquement personne n'est à temps plein. Et justement, ça
arrive à cette forme de précarisation, est-ce que justement les responsables de structures, de services à la personne, précarisent le travail pour justement tenir son personnel, qu'il n'y ait pas de revendication, qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir? Ben, effectivement, puisque les salariés, ils n'ont pas envie de se battre, ils n'ont pas envie de défendre leurs droits. Quand on a un petit salaire, notre travail est précaire, ben, c'est sûr que la peur gouverne. On préfère garder le petit salaire plutôt que d'aller se battre et de revendiquer. Ça, c'est clair. Alors, mais ceci dit, moi je vois dans les entreprises, il y a les femmes sont quand même à la pointe de la lutte, à la pointe de la réflexion. Il y a des solidarités qui s'expriment et les gens ont envie, en tout cas, de se battre. Hein. Moi, c'est un des secteurs d'activité qui, d'un point de vue syndical, qui bouge, hein, et qui bouscule d'ailleurs un peu tout le monde. Et moi, je pense que par contre, comme toute activité syndicale de la part de bénévoles, parce que souvent on pense que le délégué syndical, bon, voilà, il a des privilèges, ce qui est totalement faux. Mais par rapport à ces personnes qui se mettent en avant, ben, elles subissent des répressions, elles subissent et ça, s'il n'y a pas derrière ces personnes-là des salariés solidaires, ça permettra pas d'avancer. Hein. Je donne un exemple dans les entreprises, même Frania elle-même, elle a eu des coupures de salaire, elle a eu, voilà, c'est-à-dire l'employeur va tout faire. Les employeurs en général vont tout faire pour pouvoir empêcher qu'il y ait une réelle activité syndicale, c'est-à-dire réellement des revendications qui remontent et de la part des salariés, parce qu'il s'agit de continuer à faire son beurre sur le dos de ces travailleuses-là. Moi, je voudrais aussi rajouter, c'est que en faisant mon travail syndical, je me suis rendu compte de toutes ces injustices. Donc, j'ai choisi de faire ce combat. J'essaie de faire au mieux le combat. Depuis que je le fais, je subis coup sur coup des répressions. On m'a coupé plus de 300 € sur mon salaire parce que j'ai fait une formation obligatoire CSSCT. Là, on m'a mis 3 jours de mise à pied pour des choses que je n'ai pas commis. On ne fait que faire des mensonges, on fait de la répression syndicale, on fait sortir des fausses accusations, on empêche les gens par la peur de revendiquer et de rester dans sa condition. Comment voulez-vous se battre pour ça? Quand les autres entendent cela, qui a envie de se battre? Mais est-ce que entre ceux qui travaillent dans cette activité, les auxiliaires de vie, est-ce que vous vous échangez? Est-ce qu'entre vous, vous dites que il faut un plan de bataille, il faut revendiquer, ou on est plus dans on laisse tomber parce que de toute façon on ne pourra rien changer? Non, pas du tout. En fait, moi, je me bats aujourd'hui pour monter un syndicat du service à la personne, pour regrouper justement toutes les intervenantes de l'île pour mener un vrai combat, pour travailler. Les intervenantes, toutes les réunions que moi j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai fait les réunions avec les moyens de bord. Les intervenantes, elles viennent, elles sont d'accord, elles ont envie de se battre, mais elles ont peur de la répression. C'est ce qu'on fait actuellement. Ça veut dire que les patrons des différentes structures sont capables de s'entendre pour sanctionner ceux qui pourraient vous rejoindre dans ce combat? Oui, effectivement, de toute façon, ils se donnent le mot. Donc, c'est pour faire de la répression pour qu'on n'avance pas, pour qu'on reste... Ils veulent dépenser le moins possible de toute façon. Nous, on est considérés pire que des esclaves. On doit travailler, on doit fermer notre bouche et on doit se contenter du salaire de misère qu'on a. Est-ce que, là, je pose la question aux deux syndicalistes, est-ce que dans le Code du travail, il n'y a pas des textes qui s'appliquent au service à la personne? Enfin, il y a les textes généraux. Je pense qu'il y a les textes, hein, et l'application des textes. D'accord. Les employeurs, quand les salariés ne sont pas regroupés, ne sont pas en capacité de réaction, ils s'assoient tous sur les textes. Hein. Ça, je peux vous assurer que voilà. Mais ce que Frania a cherché à faire dans son entreprise, même dans d'autres entreprises, etc., c'est de multiplier les réunions pendant 2-3 ans, etc. Bon, il y a eu le Covid, ça a bloqué, mais ces réunions, nous, on était impressionnés par le nombre de participants à ces réunions, hein, quand même, parce que même si il y a la répression, etc., mais quand ces femmes-là décident de faire quelque chose, je peux vous dire qu'en face, il faut qu'ils se préparent à avoir quand même de la réponse. Hein. Et je pense que c'est vrai que le Covid a posé un peu problème pour faire ce genre de réunion, mais je pense que la colère, elle est là, hein, le besoin, elle est là, et cette révolte,
des employés pour faire plier les employeurs, eh ben, elle est là, hein, elle est latente. Et que les employeurs se rassurent, elle va arriver. Et moi, je pense que toutes les femmes qui sont isolées, qui viennent nous voir, qui ont des problèmes dans ce secteur d'activité, eh ben, moi, je suis persuadé que dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent, les années qui viennent, eh ben, la lutte va être forte dans ce secteur d'activité pour justement se faire reconnaître, avoir une amélioration des conditions de travail, etc. Je pense que dans ce secteur d'activité, je prendrai juste un exemple. Hein. Frania elle-même, elle a été confinée pendant une semaine, 15 jours à peu près. Bon, voilà, 8 jours. Aujourd'hui, elle ne sait pas si elle va être payée. Hein. Elle était en contact avec la maladie, avec quelqu'un de malade, et elle était dans l'obligation d'aide. Elle ne sait pas si elle va être payée. Hein. Je pense que peut-être qu'elle dira 2 mots sur comment ça s'est passé, etc. Mais aujourd'hui, il y a vraiment un réel besoin de faire que ces employeurs-là respectent les salariés. Et là, pour le moment, il n'y a aucun respect. Moi, je voudrais revenir juste pour vous donner un exemple sur les textes de loi que vous disiez tout à l'heure, qui sont là, soi-disant, pour garantir qu'on respecte nos droits. Je prends juste pour les 0,22 au kilomètre, pour les frais kilométriques qu'on doit être payés. Dans la Convention, elle dit qu'il ne faut pas descendre en dessous de 0,22, mais on n'a pas dit qu'il fallait nous donner 0,22. C'est une Convention qui date de 2012. Aujourd'hui, quand moi je demande qu'il faut augmenter les frais kilométriques, c'est des choses qui se négocient tous les ans, chose que dans certaines entreprises ne se fait pas. Hors la loi, donc c'est délit d'entrave. Et quand ils le font, ils disent, nous on donne 0,22, pas plus. Alors que c'est une convention qui date de 2012. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Moi, j'ai demandé 0,50. Mais voilà, on attend que les choses se fassent. Merci Frania, merci également Jean-Yves Payette. On a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. Ce que je vous propose, c'est que dès que vous avez d'autres choses à dire, vous venez et comme ça, on va essayer de vous suivre et vous également dans cette démarche que vous avez de rassembler donc les auxiliaires de vie, dans tout ce qui concerne le personnel des services à la personne. Merci Frania Frazi, merci également Jean-Yves Payette. Merci à vous, merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Alain. Je vous dis à bientôt.